Bonjour à tous, je suis Anaïs de Schoolab et aujourd'hui on va parler de benchmark. D'abord pour me présenter rapidement, donc moi ça fait presque 2 ans que je travaille chez Schoolab, principalement sur de l'accélération de projets pour des grandes entreprises et notamment sur des programmes d'intrapreneuriat. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de benchmark, de concurrence, des différents types de benchmark et aussi de bonnes pratiques et d'outils. Le programme pour la session, on va commencer par parler des définitions et poser un peu les concepts de base. Ensuite, je vous donnerai des bonnes pratiques et des outils pour bien réaliser votre benchmark. Et enfin, on verra comment bien restituer un benchmark. Alors, pour commencer sur l'introduction et la définition des concepts, qu'est-ce que c'est qu'un benchmark? Donc David Kearns, qui est l'ex-DG de Xerox, il définit le benchmark comme un processus d'évaluation des produits, services et méthodes par rapport à ceux des concurrents ou à des partenaires sérieux ou des organisations reconnues comme leaders. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que le benchmark, c'est un moyen d'identifier des bonnes pratiques, des acteurs qui sont performants, dont vous allez pouvoir apprendre des choses et aussi d'apprendre à mieux connaître votre marché. Donc il y a 2 types de benchmark. Il y a le benchmark concurrentiel et le benchmark fonctionnel. Le benchmark concurrentiel, il a pour objectif de comprendre les acteurs qui sont présents sur le marché ciblé, d'avoir une vision globale de votre marché et de savoir comment les autres acteurs sont positionnés, et d'identifier les bonnes pratiques qui sont sur votre secteur ou de comment ces concurrents répondent aux besoins utilisateurs. Et donc, les entreprises que vous allez pouvoir aller identifier et analyser sur ce type de benchmark, c'est tout simplement les entreprises concurrentes, donc soit les concurrents directs, soit les concurrents indirects, on en reparlera juste après. Et le deuxième type de benchmark, c'est le benchmark fonctionnel, où là, on est plus dans une démarche d'UX, donc d'expérience utilisateur. Les objectifs ici, c'est d'analyser l'existant chez des acteurs performants par fonctionnalité et de se concentrer sur l'expérience utilisateur. Donc, il s'agit aussi d'identifier les bonnes pratiques, cette fois plus sur l'expérience utilisateur, les fonctionnalités spécifiques et la façon de répondre aux besoins utilisateurs. Ici, le type d'entreprise qu'on peut aller regarder, c'est plutôt pas nécessairement des entreprises qui sont directement concurrentes ou indirectement, mais ça dépend plutôt des fonctionnalités que vous allez cibler et des parcours utilisateurs que vous avez en tête. Alors pourquoi on fait un benchmark? Parce que ce qui nous paraît important de redire, c'est que souvent on a des entrepreneurs qui nous disent moi j'ai pas de concurrent ou je suis le seul à faire ça sur tel marché. Alors la plupart du temps c'est quand même pas vrai. C'est juste que c'est parfois un peu compliqué d'identifier ses concurrents où on est tellement persuadé de sa proposition de valeur qu'on a tendance à se dire mais je suis le seul et l'unique à faire ça. Il est quand même super important de savoir identifier des concurrents directs et indirects pour prendre un peu de recul sur sa propre solution et aussi s'inspirer et identifier des bonnes pratiques chez d'autres acteurs qu'on n'aurait pas nécessairement identifiés comme concurrents. Donc justement, puisqu'on parle de concurrents, comment est-ce qu'on identifie des concurrents? Donc il y a 2 types de concurrence, la concurrence directe et la concurrence indirecte. Pour illustrer un peu mieux, on va parler du cas de Uber. Donc les concurrents directs de Uber, en fait, c'est donc les services de VTC, donc G7, Captain, Bolt ou Marcel. Et les concurrents indirects, c'est plutôt la RATP, les Vélib, BlaBlaLines qui est le covoiturage court trajet de BlaBlaCar ou encore CityScoot. En fait, la différence entre concurrent direct et concurrent indirect, c'est la façon de répondre aux besoins utilisateurs. Donc le besoin utilisateur est le même quoi qu'il arrive, donc c'est le transport de personnes dans des agglomérations sur des petites distances. Et ce qui change entre les concurrents directs et indirects, c'est la façon d'y répondre. Donc sur les concurrents directs, on a le même besoin utilisateur et la même façon d'y répondre, donc c'est des VTC. Et sur les concurrents indirects, on a le même besoin utilisateur, mais une autre façon d'y répondre, donc c'est du transport en commun ou du transport individuel, mais avec d'autres moyens qui sont pas des véhicules avec chauffeur. Donc à quoi ça sert de faire un benchmark? Ça sert, comme on l'a déjà dit, à identifier les concurrents, à comparer les produits et les services qui sont déjà existants avec ce qu'on a envie de faire, d'identifier et d'analyser également les bonnes pratiques, donc à la fois en termes de packaging de l'offre et d'expérience utilisateur, on en a déjà parlé aussi,
mais ça peut aussi être super utile pour convaincre des investisseurs. Donc là, vous êtes au début de votre parcours, donc vous n'êtes peut-être pas encore à penser à ça. En revanche, au plus long cours, c'est un élément de différenciation aussi, de savoir, d'avoir une bonne connaissance de son marché et de sa concurrence pour avoir les idées claires sur ce qu'on va présenter aussi à des potentiels investisseurs. Alors, quand est-ce qu'on doit faire un benchmark? La réponse est simple, c'est à peu près tout le temps. Ce qui va changer, c'est un peu la façon dont on va le faire. La première phase de développement de votre projet, c'est de l'observation, pour bien comprendre son marché. Donc là, il est important de faire un benchmark pour avoir une vision globale de son marché et des différents acteurs, pour rentrer dans le vif du sujet. Et ensuite, sur les phases de conception, prototypage et même phase de lancement, il est quand même important de rester dans une démarche de veille. Donc, ce sera peut-être un benchmark un peu moins structuré ou qui sera fait de manière, qui sera fait peut-être un peu moins régulièrement. En revanche, il est quand même hyper important de rester en veille constamment sur son marché pour identifier les bonnes pratiques en termes d'expérience et de fonctionnalité. On l'a déjà dit, mais aussi pour identifier des potentiels nouveaux acteurs et également d'autres axes d'autres solutions ou de concurrents, comme la façon dont ils communiquent ou la façon dont ils packagent leur offre ou les potentielles évolutions qu'ils pourraient avoir en même temps que le développement de votre projet. Donc ensuite, on va passer plus à la présentation de bonnes pratiques et les bons outils pour réaliser son benchmark. Donc, comment est-ce qu'on peut bien cadrer et réaliser un benchmark pour être efficace? Le premier point, j'en ai déjà un peu parlé, c'est il faut pas oublier le marché. Donc, c'est important de comprendre le contexte global pour après mieux vous positionner dessus. Donc, c'est comprendre la typologie d'acteurs qui est présente sur le marché, vos concurrents directs et indirects, on l'a déjà dit, mais aussi d'avoir des données marché qui sont un peu plus globales, d'avoir les chiffres d'affaires que ça peut représenter au niveau France, monde, international selon le marché que vous ciblez, mais aussi de comprendre les différentes tendances qui peuvent être présentes sur votre marché et qui se développent. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de définir clairement les informations qui sont recherchées. Sinon, on peut vite se retrouver un peu perdu dans une foule, dans une masse d'informations et plus trop savoir quoi en faire. Donc, c'est important de définir clairement les informations que vous allez rechercher. Est-ce qu'elles sont liées au secteur, liées aux fonctionnalités, à l'expérience utilisateur? Et en fait, d'avoir des premières réponses à ces questions-là, ça va aussi orienter la façon dont vous allez pouvoir faire vos recherches et le type de benchmark que vous allez réaliser. Ensuite, il est aussi important de commencer vos recherches assez larges et ensuite d'affiner au fur et à mesure, parce que identifier ce qui en fait va pas vous intéresser, ça va vous permettre quand même de mieux comprendre ce qui vous intéresse et également d'ouvrir un peu vos esprits à d'autres solutions que vous auriez peut-être pas trouvées si vous n'étiez pas allé en exploration un peu large sur votre marché. Ensuite, il est aussi important de définir des critères et des catégories qui sont clairs pour vous aider à sélectionner et à évaluer les différentes solutions des acteurs que vous allez identifier. Encore une fois, pareil, pour mieux cibler et mieux orienter votre recherche et éviter d'avoir beaucoup d'informations dont vous allez utiliser qu'une infime partie. Et enfin, dernier point, pendant votre phase d'observation, vous allez aussi faire beaucoup d'interviews ou de questionnaires, ou en tout cas, vous allez écouter vos utilisateurs pour identifier ou valider leurs besoins. Donc, n'hésitez pas aussi à leur demander des recommandations ou à leur demander les solutions qu'ils utilisent déjà ou qui sont déjà utilisées. C'est le premier point qui est de validation d'une solution, c'est de savoir si elle a utilisé ou a été utilisée par des utilisateurs. Ça peut grandement vous aider. Ensuite, en termes d'outils, pour tous les aspects du benchmark, on a des outils un peu différents qui vont être utilisés à différents moments de votre recherche. Le premier, c'est le tableur, bien évidemment. Donc, tableur ou juste base de données, en tout cas, pour conserver une trace écrite de toutes les recherches et faciliter un premier tri des solutions à creuser. Donc, ce qui est important, c'est que vous ne fassiez jamais deux fois la même chose, parce que c'est un benchmark, ça peut être long et fastidieux. Donc, évitez de perdre de l'information en gardant toujours une trace des recherches que vous faites et des commentaires que vous faites, même si finalement vous n'allez pas sélectionner cette solution. Gardez quand même en tête que vous l'avez déjà vue et que vous l'avez pas sélectionnée pour telle ou telle raison. Donc pour ça, vous pouvez utiliser Excel, Google Sheet, même Notion ou potentiellement Airtable ou d'autres outils de tableur ou de base de données qui sont très bien.
Ensuite, un autre outil, une autre typologie d'outils, c'est plutôt sur les analytics. Donc là, on retrouve ce dont je parlais juste avant sur avoir une vision globale de son marché et de ses concurrents. Donc, avec les outils d'analytics, vous allez pouvoir trouver un nombre de données incroyables sur votre marché et sur vos concurrents. Donc là-dessus, on a des acteurs tels que App Annie, Mobile Action ou Sensor Tower qui sont très bien, qui sont pour la plupart en freemium. Donc, vous pouvez faire des essais gratuits avant de vraiment vous engager si vraiment vous trouvez que cet outil est le bon pour ce que vous cherchez. Mais avec ce genre d'outil, vous pouvez trouver vraiment des informations qui sont hyper intéressantes sur le nombre de téléchargements d'une app de lifestyle en France en 2018 par exemple. C'est le genre de données que vous allez pouvoir trouver qui sont hyper bien pour vous donner vraiment le contexte global de votre marché. Ensuite, il y a les outils de tendance dont je parlais aussi juste avant. Comprendre les tendances sur le marché, identifier les mots-clés pour des recherches. Ça, c'est hyper important aussi pour vous, pour vous aider à mieux vous positionner et à mieux orienter vos recherches. Donc, là-dessus, vous avez Google Trends ou SEMrush qui sont très bien. Il y en a probablement plein d'autres. Ceux-là sont pas mal. Donc, voilà. Ensuite, plutôt sur l'aspect UX, là, vous avez aussi des mines d'or avec Pageflow et Patterns qui vous permettent d'identifier rapidement les bonnes pratiques en termes d'UX et de user flow. Donc, pour ces deux plateformes, en fait, elles fonctionnent comme une sorte de bibliothèque de bonnes pratiques d'UX. Donc, c'est assez riche en informations où vous allez pouvoir, par fonctionnalité, identifier des parcours qui ont été faits par d'autres boîtes et qui sont plutôt très quali. Après, aussi, un autre bon moyen de faire du benchmark UX, c'est tout simplement d'aller tester vous-même les solutions de vos concurrents ou de startups ou de boîtes qui ont des fonctionnalités qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à vous-même faire le parcours utilisateur de d'autres entreprises pour aussi bien comprendre comment ça fonctionne et ce qui est vraiment intéressant ou moins intéressant pour votre solution. Et idem si vous êtes plutôt sur du service plutôt que du digital, n'hésitez pas à faire les parcours utilisateurs de vos concurrents. Ça peut vous apprendre énormément de choses. Donc, une fois qu'on a toute cette matière, comment est-ce qu'on va restituer tout ça? Donc, alors présenter un benchmark, ok, mais pour qui? Ça peut être pour vos associés, pour, comme je le disais tout à l'heure, des potentiels investisseurs, mais en fait, c'est aussi beaucoup pour vous aider à bien analyser les résultats de votre benchmark et que ça reste pas uniquement dans un tableur Excel un peu en vrac. Donc, ça peut vraiment vous aider à aller plus loin dans l'analyse des résultats de votre recherche. Donc, comment est-ce qu'on restitue un benchmark? Il faut d'abord commencer par rappeler la méthodologie, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'extérieur. C'est important d'avoir une trace aussi de comment vous avez mené l'étude et également si vous avez eu des parties pris, pouvoir les rappeler pour aussi expliquer votre démarche dans l'ensemble. Ensuite, je pense que je l'ai suffisamment dit, mais donner du contexte, encore une fois, avec des données marché et expliquer les différentes tendances sur votre marché. Ensuite, il faut exposer le cadre global, donc en présentant les solutions ou les acteurs sélectionnés, vous les présentez tous. Vous pouvez les positionner les uns par rapport aux autres avec différents outils, je vous en présenterai juste après. Mais c'est surtout aussi d'avoir au moins la liste des acteurs et leurs propositions de valeur et leur positionnement pour pouvoir rapidement se rappeler qui fait quoi. Ensuite, la base d'un benchmark, c'est aussi de comparer les solutions. Donc, à la fois les solutions que vous avez sélectionnées entre elles, c'est intéressant de les comparer, mais aussi avec la vôtre ou en tout cas avec votre vision produit pour savoir comment vous pouvez vous positionner par rapport à ces solutions-là ou au moins vous pouvez vous en inspirer. Ensuite, pensez aussi à rentrer dans le détail de chaque solution. Vous pouvez pour ça aussi utiliser des tags pour catégoriser les différentes solutions que vous avez identifiées pour plus facilement vous repérer, pour qu'on ait toujours un peu la vision de pourquoi on avait choisi cette solution-là, qu'est-ce qui est intéressant sur celle-ci. Donc, voilà. Ensuite, pour conclure, ce qui est important, c'est de mettre en avant des recommandations et des éléments qui sont activables. Donc, soit les grands apprentissages de ce benchmark, soit directement des next steps de maintenant qu'on a toutes ces informations-là, comment est-ce qu'on le met en place chez nous. Ensuite, en parlant des outils de restitution,
Donc le premier outil de base, hein, c'est le tableau comparatif. Donc il n'y a rien de sorcier là-dedans. Vous pouvez lister vos concurrents ou les solutions que vous avez identifiées en fonction de différents critères. Donc si on reprend l'exemple de Uber, ici j'ai pris des critères vraiment basiques, mais vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus loin dans les critères, et c'est en fonction de ces critères-là que votre analyse va être intéressante. Donc ici j'ai repris des critères de prix, de qualité de service et de typologie de service client. Donc, par exemple, G7 et Marcel, c'est ceux qui ont les prix les plus élevés, comparé à Bolt, qui est plutôt très abordable. Et par contre, sur l'échelle de qualité de service, on voit que c'est Marcel qui domine le classement, alors que G7 est plutôt au niveau de Captain, qui Captain est moins cher, ou en tout cas à des tarifs un peu plus abordables que G7, et Bolt est fidèle à lui-même, plutôt sur du moins premium. Donc, ensuite, un autre moyen de restituer le benchmark, c'est aussi de faire un mapping des différentes solutions que vous avez pu trouver, que vous avez pu identifier, donc en fonction de différents attributs. Pareil, pour reprendre l'exemple de Uber, ici j'ai repris les 2 premiers critères. Donc en horizontal, plutôt sur la gamme de prix, et en vertical plutôt sur le côté premium ou non du service. Donc ici, on voit assez clairement que côté service premium et fourchette de prix plutôt élevée, on a Marcel et G7 qui sont plutôt tout à droite. On a Bolt qui est plutôt côté très abordable et service moins premium que les autres. Et Uber et Captain qui sont positionnés un peu de la même manière, sauf que Captain a un service un poil moins premium que Uber. Donc ça aide pas mal à avoir une vision d'ensemble des différents concurrents et de pouvoir positionner son produit ou son service aussi par rapport aux autres concurrents. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, de aussi pouvoir avoir un focus solution par solution pour un peu faire une analyse de chaque acteur ou chaque solution identifiée, de leurs forces et de leurs faiblesses pour mieux comprendre les opportunités qu'il pourrait y avoir. Donc pareil, si on reprend l'exemple de Uber, on a là j'ai choisi de prendre Marcel. Donc la description du produit, c'est un service de VTC citoyen, donc c'est comme ça qu'ils se marketent eux-mêmes, avec des véhicules électriques. Donc les forces qu'on peut identifier, il y en a d'autres aussi, hein, mais les premières forces qu'on peut identifier, c'est le fait qu'ils aient des véhicules électriques uniquement, ce qui, sur certains marchés cibles, peut être hyper intéressant pour des gens qui ont une sensibilité écologique supérieure. Et également que ils ont une possibilité de réservation plusieurs jours à l'avance. Ça peut être aussi utile en fonction de différents segments clients. Et les faiblesses qu'on peut identifier, il y en a peut-être d'autres aussi, c'est que le prix est un peu plus élevé que la concurrence, comme on l'a vu sur les 2 derniers outils de restitution, et que aujourd'hui les services sont disponibles uniquement à Paris, en Île-de-France, donc qui est pareil sur certains segments clients, un élément complètement éliminatoire. Voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est à vous de jouer. Pour commencer, vous pouvez commencer par identifier les concurrents directs et indirects de votre solution, service, produit ou idée. Définir des critères de comparaison qui sont clairs, comme je l'ai dit, pour pouvoir vous aider dans vos recherches. Et enfin, d'analyser et utiliser vos résultats pour mieux comprendre votre marché et mieux savoir développer votre roadmap. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bon courage à tous.